Aujourd'hui, on va pas se laisser faire. Hein? On va les écraser avec notre courage et notre abnégation. Mais qu'est-ce que tu... À la pointe de l'épée et de la baïonnette, chargez! Wow, 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 wow. Eh, en face, ils ont des fusils, ils ont des canons, ils se sont retranchés. Alors je te préviens, hein, cette fois, si tu y vas, je te suis pas. Ah, mais... Et le courage? Non, non, non. Il n'y a pas de courage qui tienne. Tiens, alors attends, prends du thé. Calme-toi. Oh. Ah, merci pour le thé. Aujourd'hui, nous continuons notre série sur la transition des guerres napoléoniennes jusqu'à la Première Guerre mondiale, avec ce troisième épisode. Et après avoir parlé de la létalité du feu et de la fin de l'effet de la masse, il va nous falloir ici aborder un nouveau champ conceptuel qui va d'abord passer inaperçu. Bref, nous allons parler du soldat comme nouvel échelon dans la réflexion tactique. Et pour ce faire, nous n'avons d'autre choix que de parler de la bataille de Solferino en 1859, qui a opposé les Autrichiens à une armée franco-sarde dans le nord de l'Italie. Et comme d'habitude, nous devons aborder le contexte historique pour en comprendre les tenants et les aboutissants. Il faut remonter à la fin du Premier Empire pour bien saisir l'enjeu. La carte européenne est alors redessinée avec de profondes conséquences pour l'Italie qui se retrouve découpée en plusieurs royaumes, dont les principaux sont celui de Sardaigne, les deux Siciles, la Toscane et les États papaux. Mais surtout, pour rompre l'influence française, les Autrichiens récupèrent la Vénétie et la Lombardie, faisant de l'Empire Habsbourg le principal arbitre de la région. Or, dans le même temps, on observe l'apparition d'une conscience nationale italienne qui va prendre de l'ampleur. Et très vite, les nationalistes, qu'ils soient royalistes ou républicains, vont voir dans l'Autrichien un occupant qui empêche cette unification qu'ils appellent de leur vœu. À cela s'ajoute la résistance de l'Église catholique, le pape sentant les États papaux légèrement menacés par ce courant. Toujours est-il qu'entre 1815 et 1859, de nombreux soulèvements éclatent dans l'Italie, notamment en 1848, qui va mener à la première guerre d'indépendance italienne durant toute la vague révolutionnaire qui secoue alors l'Europe. Mais à chaque fois, le pouvoir en place écrase les tenants de ces revendications, avec même des interventions des Autrichiens et des Français qui viennent défendre le pape. Et en 1852, le royaume de Sardaigne, qui vise une unification de l'Italie sous son égide, change de méthode et cherche des alliés extérieurs, au premier rang desquels le Second Empire de Napoléon III. Ceci dit, cela ne s'est pas fait d'un coup. Si Napoléon III avait effectivement une certaine sympathie pour l'idée d'une union nationale italienne, il tergiverse. Intervenir serait osé. Toute l'Europe se méfie de ce nouvel empire et craint une nouvelle période napoléonienne. La France doit donc montrer patte blanche. Mais entre un attentat raté sur l'empereur et un certain intéressement territorial pour gagner la Savoie et Nice, l'occasion est trop belle de créer un nouvel État proche des Français. En 1858 est passée une alliance secrète entre la France et le royaume de Sardaigne, qui se montre immédiatement plus provocateur envers l'Autriche. Cette dernière décide de prendre les devants lorsqu'elle apprend l'existence de l'alliance. Le 26 avril 1859, la deuxième guerre d'indépendance italienne commence. Le contexte est idéal pour la France qui peut se targuer d'honorer une alliance défensive. Ce n'est ni une guerre d'invasion, ni une guerre de conquête. Mais les Autrichiens ont clairement l'initiative, car les Français doivent encore rassembler leur armée et l'acheminer dans le nord de l'Italie. Aussi, les troupes habsbourgeoises s'élancent contre le Piémont et menacent directement Turin, la capitale sarde. Mais ils craignent tout à coup de se mettre en danger en avançant ainsi et se replient sur un terrain plus favorable défensivement et mieux connu de leurs troupes sur la rivière du Mincio. Ce drôle de mouvement permet aux Sardes de sauver leur armée et aux Français de joindre leurs forces à celles de leurs alliés. Si les Autrichiens comptent environ 220 000 hommes, les Sardes, eux, n'en ont que 70 000. Mais les Français arrivent à acheminer en moins de 3 semaines, grâce à un usage nouveau des chemins de fer, environ 170 000 hommes sur le théâtre d'opération. Bon, autant vous le dire tout de suite, cette campagne est complètement improvisée. Certes, il y a quelques plans de manœuvre stratégiques, mais dans l'ensemble, la logistique n'arrive absolument pas à suivre et le commandement est très décousu. Ce qui fait que les mouvements des deux armées sont un peu chaotiques et que les rencontres se font en surprenant les deux camps à chaque fois. Sardes et Français s'élancent en Lombardie et prennent de vitesse les troupes autrichiennes sans pour autant pouvoir faire plus que les repousser.
En gagnant coup sur coup à Paletro et à Magenta, ils forcent les Autrichiens à abandonner Milan et à se replier sur l'Adda, où ils sont à nouveau battus. Ces derniers veulent désormais s'appuyer sur leur quadrilatère de forteresses, que nous avons déjà rencontré lorsque nous avons parlé de la première campagne d'Italie de Bonaparte. Les Français et les Sardes, eux, avancent très vite et passent le Chiese le 21 avril. Les Autrichiens font alors volte-face et décident de revenir sur le Mincio, au sud du lac de Garde, en espérant pouvoir attaquer un adversaire en train de traverser le Chiese. Le 23 juin, des premiers combats éclatent. Comme déjà durant la campagne, aucun des deux camps ne sait qu'il fait face à toute l'armée adverse. Les Autrichiens croient avoir affaire à l'avant-garde ennemie, tandis que les Franco-Sardes pensent se frotter à l'arrière-garde d'une armée en repli. Le lendemain, le 24 juin à 14h30, quand l'armée alliée s'élance sur 3 positions à Medole, Solferino et San Martino, elle découvre une armée autrichienne solidement positionnée sur des zones défensives. S'engage alors une bataille sans véritable plan tactique qui oppose 170 000 Franco-Sardes à 150 000 Autrichiens. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que personne ne sait vraiment ce qui se passe. Au nord, ce sont les 4 divisions sardes qui vont chercher à prendre la colline de San Martino et profitent d'un surnombre. Au centre, 2 corps d'armée français avec la garde en réserve qui vont se concentrer sur les villages de Solferino et de Cavriana. Enfin au sud, 2 autres corps d'armée français se concentrent sur Medole et Guidizzolo. Le déroulement de la bataille est très flou. Elle est majoritairement marquée par un ensemble d'attaques et de contre-attaques sur les collines et villages environnants, qui passaient de main en main pendant plus de 15 heures de combat. Du coup, je ne pourrais vous en raconter que les grandes lignes, mais on peut déjà remarquer une chose. Mal déployées, les 2 armées font un très faible usage de la cavalerie et de l'artillerie. Bref, c'est un véritable bras de fer de l'infanterie. Dès le début, l'aile droite française se déploie et sépare l'aile gauche autrichienne de son centre. Les théâtres de Solferino et de Medole deviennent alors indépendants. L'attaque est engagée sur la totalité du front, ce qui empêche le centre autrichien, très malmené, de renforcer sa droite en infériorité face aux Sardes. On a donc 3 batailles dans une. Cette séparation en 3 théâtres fait que le premier qui craque risque d'emporter les autres avec lui, ce qui peut expliquer pourquoi chaque troupe se soit autant accrochée à ses positions. Bon alors par contre d'un point de vue tactique, c'est vraiment pas brillant. Au nord, on pourrait résumer l'action des Sardes par un enchaînement d'attaques mal coordonnées sur des Autrichiens en sous-nombre, mais bien organisés défensivement. Les rares réussites sont immédiatement effacées par une contre-attaque. Voilà, c'est tout ce que j'ai à en dire. Au sud, ce sont les Autrichiens qui sont à l'assaut, puisqu'ils cherchent à passer des Français en sous-nombre pour pouvoir soutenir à nouveau leur centre. Mais à l'image des Sardes au nord, ce ne sont qu'assauts infructueux ou immédiatement repoussés, les Français gérant leurs forces sur les collines qu'ils tiennent. Oh, pareil, j'ai rien à rajouter. Au centre, en revanche, c'est une autre histoire. La raison pour laquelle les Autrichiens n'ont pas tenté de libérer leurs ailes, c'est que les Français en face enchaînent les assauts. La pression est ainsi extrêmement forte, mais les Autrichiens tiennent bien leur position. Finalement, l'emploi de la garde après plusieurs assauts est décisif et permet aux Français de prendre Solferino à 15h et d'interdire les contre-attaques autrichiennes. Le centre est percé et le dispositif se désagrège, forçant les troupes habsbourgeoises à se replier. Et puis c'est tout. Ah ouais? T'as vraiment rien d'autre? La chute du centre autrichien menace alors les 2 ailes d'un débordement. Elles abandonnent donc le terrain qu'elles avaient pu conserver. Le lendemain, elles sont déjà de l'autre côté du Mincio. Ok, super. La bataille fut longue et harassante, et si la victoire est franco-sarde, elle ne leur permet finalement que de gagner un peu de terrain et ne menace pas réellement l'armée autrichienne. Les pertes sont très équivalentes et finalement assez limitées, ne dépassant pas 13% des troupes engagées. Mais ces dernières ayant été très nombreuses, les chiffres absolus sont impressionnants. 5000 morts mais surtout 20 000 blessés, qui seront soignés dans des conditions sanitaires désastreuses. Toujours est-il que ce succès en demi-teinte tombe à pic pour le Second Empire et l'Autriche qui préfèrent arrêter les frais. La Prusse commence à masser ses armées de manière inquiétante et les catholiques de France font pression contre cette expédition qui risque de faire advenir l'Italie et avec elle la fin des États papaux. Alors 3 semaines après Solferino, l'armistice de Villafranca est signé, ouvrant la voie au traité de Zurich. La Lombardie est cédée à la France qui la rétrocède au royaume de Sardaigne. L'Italie est vaguement reconnue en prévoyant une confédération menée par les États papaux, mais qui n'advient jamais. L'unification est donc très incomplète, et il faudra d'autres annexions ainsi qu'une 3e guerre d'indépendance pour voir advenir l'Italie presque comme on la connaît aujourd'hui. La France n'obtiendra d'ailleurs la Savoie et Nice qu'en 1860 suite à de nouveaux arrangements.
L'échec de l'obtention de la Vénétie par le royaume de Sardaigne est compensé par l'annexion de la Toscane et de l'Émilie-Romagne. La bataille de Solferino met donc un terme à une campagne mal menée par tous ses acteurs du début à la fin et donne un résultat qui ne satisfait personne. Et pourtant, elle reste dans les mémoires. Mal connue mais célèbre, elle est souvent commentée comme étant une véritable boucherie, et il va nous falloir en discuter pour pouvoir aborder notre sujet du jour. Car parmi les témoins de cette bataille, il y a un certain Henri Dunant qui va écrire Un souvenir de Solferino, livre sorti en 1862 pour émouvoir la population. Il y fait part de scènes de barbarie, de combats au corps à corps, de nombreuses blessures à la baïonnette pour pouvoir militer pour un corps neutre de médecins. Tant et si bien qu'en 1863, il participera à la fondation du Comité international de secours aux militaires blessés, qui deviendra 13 ans plus tard le Comité international de la Croix-Rouge. Il est considéré aujourd'hui comme un de ses fondateurs, et son livre n'y est pas pour rien puisqu'il a fortement influencé l'opinion publique internationale. Ce qu'il y a de malheureux, malgré une intention louable, c'est que son récit est en opposition totale avec les observations faites par les soldats, les officiers ou les médecins militaires sur le terrain. En effet, quand on se penche sur les statistiques relevées sur les morts et les blessés, on découvre qu'il n'y a quasiment aucune perte provoquée par une baïonnette ou un sabre. Bien évidemment, le faible emploi de la cavalerie explique le peu de blessures au sabre, mais celles à la baïonnette sont un plus grand étonnement quand on observe la pensée tactique de l'époque. En effet, que ce soit du côté des Autrichiens ou des Français, le corps à corps et le choc sont vus comme le cœur du métier du soldat qui doit, par son élan et son courage, surpasser le feu et vaincre en combat rapproché. Et ce fossé entre la conception théorique et les observations faites sur le terrain fait face à un désert de réflexion. Solferino a été une bataille d'attaque, de contre-attaque, de reflux, un vrai bras de fer. Et pourtant, quasiment aucune blessure de corps à corps. Finalement, le récit d'Henri Dunant arrange presque la pensée militaire de l'époque, qui s'évertue à glorifier un combat à la baïonnette clairement fantasmé. Et pour renverser cette vision, essayer de comprendre ce qui se joue dans la perception des combats pour les contemporains de cette bataille, il nous faut parler d'un penseur militaire, Charles Ardant Dupic. C'est un officier de l'armée française de 1842 jusqu'à sa mort en 1870 durant la guerre franco-prussienne. Toujours sur le terrain, il a connu la guerre de Crimée, Solferino, ou encore des combats coloniaux comme en Algérie ou durant la campagne de Syrie. Son expérience très proche du terrain lui a donné une approche radicalement différente de celle des théoriciens de son époque, encore très versés dans le napoléonien, le choc et la masse. En effet, il remarque qu'en tant qu'officier, il est incapable de tenir le commandement et l'encadrement de son régiment une fois la menace du feu devenue trop grande. Ce qui est selon lui fondamental. Loin de s'imaginer un soldat parfait, courageux, bien encadré et obéissant, le principal problème pour lui est de retarder au maximum ce moment inéluctable qu'est sa perte de commandement. Aussi, il décide, dans une approche quasi sociologique, d'envoyer des questionnaires à des officiers, des sous-officiers et des hommes du rang ayant connu le combat afin d'évaluer cette réalité. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que cette dernière est à 1000 lieues de la colonne d'attaque en portant tout sur son élan. Dans son livre publié posthume Études sur le combat, qui est un agrégat de ses observations, réflexions et résultats, Ardant Dupic opère de nombreux renversements conceptuels. Le cœur de son idée pourrait se résumer ainsi. Il ne faut pas imposer un modèle tactique au soldat, mais bien accepter le soldat comme un modèle tactique. Et voilà, on est parti pour la théorie. En fait, ce n'est pas bien compliqué. Plutôt que de décrire le soldat parfait, courageux, obéissant, discipliné, plein d'élan dans son régiment, Ardant Dupic préfère questionner la réalité du terrain et se demander que fait le soldat une fois qu'il est sous le feu. Tient-il son rang? Se cache-t-il? À quel point la chaîne de commandement maintient son emprise sur les soldats et sous quelles conditions? Avec toutes ces questions, Ardant Dupic arrive à de nouveaux concepts et critique violemment la masse, les gros bataillons et même le choc dont il nie l'existence. En fait, il redéfinit le choc comme étant la force morale appliquée par une troupe sur une autre, en prévision du choc physique que cette même troupe pourrait appliquer. Dit plus simplement, le choc d'un bataillon, c'est la peur que celui-ci crée quand il semble chercher le contact. De même, la notion de rang est renversée. Ce n'est plus une ligne de soldats prête à faire feu ou à encaisser une charge. Le rang devient l'ensemble des éléments permettant au soldat de dépasser sa peur, de se sentir plus fort. La proximité des soldats avec lesquels vous avez fait toute la campagne, la musique, un commandement serein, ainsi que tous les éléments qui peuvent agresser moralement une unité adverse. La menace d'une artillerie au loin, des tirailleurs tirant depuis une forêt, la sensation d'isolement par rapport au reste de l'armée. En faisant rentrer le soldat dans le champ conceptuel, Ardant Dupic impose la confiance, le moral, la psychologie comme véritable variable du combat. Alors attention, ces propos peuvent être très mal interprétés comme nous le verrons dans une prochaine vidéo.
En réalité, ce que cherche Ardant du Pic, c'est un moyen d'améliorer l'encadrement, quitte à accepter ce que le soldat impose par son attitude instinctive sur le champ de bataille. Toujours est-il que la bataille de Solferino et les différentes observations qui sont faites par les officiers sur le terrain vont clairement dans ce sens. Déjà, Charles Ardant du Pic en fait l'expérience personnelle, puisqu'il rapporte avoir complètement perdu le contrôle de son régiment une fois arrivé à une centaine de pas de l'adversaire. Un ordre lancé par un de ses hommes lance ses troupes qui s'éparpillent et qui se mettent à mener un combat plus proche de celui des tirailleurs que d'une infanterie de ligne. D'ailleurs, bien des témoignages rapportent que ce sont les tirailleurs, les zouaves ou les voltigeurs qui ont le plus d'effet sur les combats. Habitués à combattre de manière éparse, privilégiant le tir individuel et la recherche d'une couverture, ces troupes sont une plaie pour les Autrichiens. Ces derniers se battent encore dans des formations extrêmement denses et tirent par volée, ce qui a une efficacité très faible face à une centaine de soldats éparpillés devant soi et qui avaient tendance à se cacher derrière les arbres ou derrière des murets. Et finalement, à force de subir un feu lent, sporadique mais à la menace constante, voyant de plus en plus de soldats être blessés, la formation dense autrichienne finit par être brisée moralement et s'enfuit rapidement dès que les tirailleurs font mine de les charger. Tant et si bien qu'à la fin, peu de combats ont véritablement dégénéré en mêlée. Les idées d'Ardant du Pic expliquent finalement mieux le déroulement de la bataille ainsi que les observations faites sur le terrain, bien loin d'une théorie tactique de combat de colonnes d'attaque et de baïonnettes fantasmant l'idée napoléonienne de la furia francese. Ceci étant, ce qui a fait émerger de tels comportements, c'est bien la létalité nouvelle du feu, qui a rendu impossible la tenue d'un moral et d'un commandement dans une unité une fois menacée, comme nous l'avons vu précédemment. Et c'est du champ de bataille qu'émerge naturellement une solution à l'inefficacité nouvelle de la masse. Des troupes plus éparpillées, des positions de tir plus sécurisantes et une plus grande initiative individuelle. Malheureusement, Ardant du Pic n'est pas écouté par ses contemporains et sera même très mal lu par la suite. En fait, ces observations posent un constat qui mène à un dilemme. S'il faut accepter la dilution des troupes dans l'espace, alors le commandement deviendra impossible. Or, la menace du feu est aussi ce qui détruit la possibilité pour un officier de tenir ses troupes et sa hiérarchie. Aussi, les premières solutions apportées ne peuvent que se pencher vers un commandement plus fort, une exaltation du courage, pour pouvoir garder ses troupes proches. Bref, les théoriciens militaires n'arrivent pas à intégrer le soldat dans leur grille de lecture et continuent à lui imposer un modèle tactique. Mais maintenant que nous avons abordé la létalité du feu, la nouvelle inefficacité de la masse et le besoin de considérer le soldat et sa psychologie pour comprendre le combat, il va nous falloir aborder un point nouveau. Nous en avons à peine parlé dans le contexte de Solferino, il s'agit des nouveaux moyens logistiques. Certes, nous n'avons jamais parlé de ce sujet sur cette chaîne, mais il me semble important de parler des renversements technologiques qui ont rendu possible tous les chiffres que j'ai évoqués dans cette vidéo. C'est-à-dire des centaines de milliers d'hommes acheminés sur le théâtre de l'opération en 2-3 semaines, sans même parler des munitions, du matériel, de la nourriture, etc. Durant la deuxième moitié du 19e siècle, les armées grandissent, ont plus de matériel et utilisent plus de munitions. Pourtant, elles accélèrent. C'est ce dont nous discuterons dans le prochain épisode. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. En attendant, moi je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne journée.